Bien, bonjour, j'espère que vous entendez ce que je vous dis. Si c'est le cas, faites un signe, levez le bras. Non, mais de toute façon, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. On est désolé de ce retard de 20 minutes qui est lié à l'incompétence notoire des techniciens de l'ordre, qui feront l'objet d'une sanction à la Elon Musk. Je blague, hein, Julien, bien sûr. Donc voilà, dans un petit bug technique qu'on est en train d'essayer de corriger. Normalement, vous devriez ne pas nous voir, mais vous devriez nous entendre et voir les slides, qui est la demande principale. Alors, on va attaquer dès maintenant le nouveau statut juridique et fiscal de l'entrepreneur avec deux intervenants de grande qualité. Moi, je suis là juste pour faire le rigolo. Donc, pour la partie juridique, René Kéravel, notre confrère, que vous connaissez tous et qui va présenter la première partie de cette présentation. Et puis, Olga Condé, d'Infodoc Expert, qu'on remercie de sa présence. Merci. Qui attaquera la partie fiscale. Et puis, on a un outil qui a été développé et qui est un superbe outil qui a été fait par le Conseil national des experts comptables, que vous pouvez évidemment récupérer gratuitement sur le site de l'Ordre. Et j'aurai le plaisir de vous montrer comment il fonctionne et les calculs qu'il est possible de faire avec cet outil pour arbitrer est-ce qu'il faut opter à l'impôt sur les sociétés ou pas. Et si on opte à l'impôt sur les sociétés, la deuxième question qui se pose, est-ce qu'il faut que j'opte pour l'imposition au barème ou la flat tax est préférable? Donc voilà un peu les questions auxquelles vous serez capable de répondre à l'issue de cette présentation, tout en connaissant par cœur, évidemment, le nouveau statut juridique et fiscal de l'entrepreneur individuel. Voilà, les présentations, c'est fait. Le sommaire, le voici, et on attaque tout de suite. Merci Laurent. C'est une réforme importante dans l'évolution du statut juridique des entrepreneurs individuels. Il s'agit de mieux protéger le patrimoine privé, de simplifier l'activité et d'ouvrir une option, on le verra tout à l'heure, pour le régime de l'impôt sur les sociétés. Il faut rappeler qu'en France, on a un principe fondamental qui s'applique, qui est le principe de l'unicité du patrimoine. Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir. Les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers. C'est ce qui est inscrit dans les articles 2284 et 2285 du Code civil. En fait, quand on a un entrepreneur qui rencontre des difficultés, on se retrouve finalement, il se retrouve à avoir ses biens personnels qui peuvent être engagés pour désintéresser les créanciers professionnels. Alors, ça, c'était le système qui existait jusqu'à présent, avec des mesures d'atténuation que l'on connaît bien, puisqu'on avait réfléchi au choix du régime matrimonial, par exemple, avec les principes de séparation, le régime de séparation de biens. On avait également les déclarations d'insaisissabilité qui existaient en 2003, la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, puis en 2008, la possibilité de faire des déclarations d'insaisissabilité des biens à usage non professionnel, donc les résidences secondaires ou autres. Et puis, en 2010, on a eu l'arrivée, avec la loi du 15 juin 2010, l'arrivée de l'EIRL qui a permis de créer un patrimoine d'affectation pour bien l'isoler de ce patrimoine privé. Avec la loi Macron, on a un assouplissement qui est arrivé concernant la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, puisqu'avec la loi Macron, plus de formalités à faire, la résidence principale est devenue insaisissable, j'allais dire, de plein droit, hein, sans avoir de déclaration à réaliser. Le IRL, en réalité, n'a pas rencontré le succès attendu. Il y a eu moins de 5% des travailleurs indépendants qui ont opté pour ce statut. Les causes de l'échec, bon, c'est la complexité du régime, le formalisme de la déclaration d'affectation. Vous vous rappelez cette déclaration d'affectation qu'il fallait faire, et puis les obligations comptables et fiscales. Et il faut bien avoir présent à l'esprit que c'était un régime optionnel. Avec le nouveau statut unique de l'entrepreneur individuel créé par la loi du 14 février 2022, le législateur a intégré les caractéristiques de l'EIRL. C'est un statut, cette fois-ci, qui permet de plein droit
une séparation des patrimoines professionnels et personnels sans le formalisme de l'EIRL. Du coup, les biens du patrimoine personnel deviennent insaisissables par les créanciers professionnels. On peut par ailleurs toujours faire des déclarations d'insaisissabilité. Alors, on voit bien qu'au niveau de ce texte, c'est une réforme extrêmement importante, puisqu'il va permettre, j'allais dire sans formalisme, de réaliser cette séparation des patrimoines. On a donc pour les dettes professionnelles et personnelles qui sont nées jusqu'au 14 mai 2022 pour garantie un seul patrimoine qui regroupe les biens professionnels et personnels. Par contre, pour les dettes nées à compter du 15 mai 2022, les dettes professionnelles ont pour garantie le patrimoine professionnel et les dettes personnelles ont pour garantie le patrimoine personnel. Ce dispositif déroge aux articles 2284 et 2285 du Code civil que j'ai rappelé tout à l'heure, et ce dispositif est codifié à l'article L 526-22 du Code de commerce. J'ai dit qu'il n'y avait pas de formalisme contrairement à l'EIRL. Il y a un point quand même sur lequel j'attire votre attention, qui est l'information des tiers. Il faudra, dans la dénomination, mentionner, donc tout de suite à côté du nom de l'entrepreneur, la référence entrepreneur individuel ou bien les initiales EI. Ces informations-là devront figurer sur tous les documents, c'est-à-dire les factures, les bons de commande, les documents publicitaires. Et donc, vous avez dans le Code de commerce notamment l'article R123-237 pour les factures qui reprécise que cette mention devient obligatoire. Alors, la première utilisation de la dénomination vaut date déclarée de début d'activité s'il n'y a pas encore d'immatriculation. On devra avoir cette indication, bien sûr, sur les relevés, sur les chéquiers, sur les documents bancaires. J'y reviendrai tout à l'heure. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 4e classe avec une amende qui peut aller jusqu'à 750 €. Bon, l'idée, c'est d'informer les tiers, tout simplement, à travers cette obligation. On va maintenant se poser la question comment identifier ces patrimoines, ce patrimoine professionnel et ce patrimoine personnel. L'article, le décret qui est là est codifié bien évidemment dans le Code de commerce, et l'article L 526 du Code de commerce nous dit que le patrimoine professionnel est composé des biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles. Je reviendrai sur cette notion. Et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes. Et puis, il y a également les dettes professionnelles. Et ce qui est important de souligner, c'est que dans les dettes professionnelles, il y a les cotisations sociales TNS qui font partie des dettes professionnelles. Donc ça, c'est un point important. Eh bien, pour le reste des biens qui ne sont pas utiles, ça constituera le patrimoine personnel du professionnel. Alors, des précisions ont été apportées par le décret du 28 avril 2022 qui figure sur ce slide. Il y a dans ce décret un rappel à nouveau. On nous dit, figure dans le patrimoine professionnel, les biens utiles à l'activité, c'est-à-dire ceux qui par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. On voit bien que c'est un critère plus large
que le critère qui avait été retenu pour la URL, parce qu'à l'époque, on retenait dans le patrimoine d'affectation les biens nécessaires à l'exercice de l'activité, alors que là, on est avec une autre notion, qui est la notion d'utilité. Et puis, on voit également, pour ceux qui ont eu à traiter des problématiques de fiscalité de profession libérale, que ces notions de biens nécessaires et de biens utiles, ce sont des notions qu'on trouve pleinement dans l'analyse du patrimoine des professionnels libéraux. Par contre, dans le patrimoine des professionnels libéraux, pour les biens utiles, on prend une décision de gestion, soit de les mettre dans le patrimoine professionnel fiscal, soit de les laisser dans le patrimoine privé. Alors que là, on voit que dans le patrimoine professionnel au plan juridique tel qu'il est défini, les biens utiles font partie du patrimoine professionnel. Alors, il y a non seulement les biens, mais aussi les emprunts et les sûretés qui sont rattachés. Et le décret qui figure sur ce slide donne 5 catégories de biens. Alors, tout ceci est donné à titre indicatif. Dans la première catégorie, il y a les fonds de commerce, le fonds artisanal, droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral. Dans la deuxième catégorie, les biens meubles, les moyens de mobilité. Dans la troisième catégorie, les biens immeubles servant à l'activité. Et là, je voudrais souligner un point, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel. Donc, quand on a des locaux mixtes, la partie qui est utilisée à des fins professionnelles est considérée comme faisant partie du patrimoine juridique professionnel. Donc ça, c'est un point extrêmement important, ce qui fait qu'on pourrait dire que par rapport à ça, on est mieux protégé quand on est dans une structure avec une personnalité morale, parce que là, il y a une véritable distinction, alors que là, on va pouvoir venir vous rechercher sur la partie qui est utilisée à des fins professionnelles. L'autre point qui est souligné, noir sur blanc dans cet article maintenant du Code de commerce, c'est que les parts de société détenues par l'entrepreneur individuel, si la société a pour activité la mise à disposition de l'immeuble, font partie du patrimoine professionnel. Autrement dit, j'ai une SCI, ma SCI est propriétaire des locaux et la SCI me donne en location des bureaux dans lesquels j'exerce mon activité professionnelle, eh bien les parts de la SCI font partie du patrimoine professionnel. Voilà, donc là, ce sont des points qui sont importants auxquels il faut réfléchir et je dirais que par rapport à ça, quand même, comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a une meilleure protection quand on a une personnalité morale qui s'interpose, on est mieux. Pour les biens à usage mixte, si on regarde ce qui avait été fait en son temps dans le cadre de l'EIRL, les biens à usage mixte font partie aussi de ce patrimoine professionnel. Alors, je voudrais maintenant, vous avez une quatrième catégorie qui sont les biens incorporels, les licences, marques, dessins, modèles. Je voudrais insister sur la cinquième catégorie où on nous dit qu'il y a les fonds de caisse, il y a toute somme en numéraire inscrite dans les comptes bancaires dédiés à cette activité et ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes. Alors, juste une précision là-dessus. On a bien sûr tout intérêt à avoir des comptes professionnels, des comptes dédiés. Un compte dédié n'est pas un compte professionnel au sens bancaire, puisque vous savez qu'à travers les comptes bancaires, les comptes professionnels, ils vendent en même temps des services, etc. Non, je peux avoir un compte que je dédie tout simplement à l'exercice de mon activité et il faudra bien avoir des comptes dédiés parce que on est en train de nous dire ici que l'argent qui est sur ces comptes dédiés fait partie du patrimoine professionnel, mais on nous dit également toute somme destinée à pourvoir aux dépenses courantes. Alors imaginons une minute qu'on ait des comptes mixtes, à la fois privés et professionnels, je dirais qu'il y a un véritable souci pour appréhender
la partie professionnelle et la partie privée. Il faut faire attention car en réalité, la charge de la preuve appartient aux professionnels. S'il y a un litige à un moment, ce sera à lui de prouver que le bien relève soit du patrimoine professionnel, soit du patrimoine privé. Et donc, c'est un point que je voulais souligner. Il est également précisé dans cette autre disposition de l'article R526-26 que vous avez sur le slide là, que pour les entreprises qui ont des obligations comptables, légales ou réglementaires, le patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables. Donc ça, je veux dire, c'est un minimum qui est indiqué par le texte. Là, un point auquel on peut également qu'on peut souligner, c'est qu'en ce qui concerne les biens communs, eh bien, on a chacun des époux qui conserve son autonomie de gestion. Eh bien, les biens communs entreront dans le patrimoine professionnel sans accord ou sans information du conjoint. Pour les biens indivis, l'accord de l'indivisaire ne serait pas exigé. Par contre, les créanciers ne peuvent pas saisir la part indivise. Ils peuvent provoquer le partage, c'est-à-dire demander en justice de vendre le bien pour récupérer la partie professionnelle. Alors, dans les conséquences de cette séparation de patrimoine, il y a le fait que la distinction n'autorise pas l'entrepreneur individuel à se porter caution en garantie d'une dette dont il serait le débiteur principal. Donc, on ne peut pas se porter caution. D'ailleurs, depuis longtemps, il y avait eu un arrêt de la Cour de cassation du 28 juillet 1964, voyez-vous, nul ne peut se porter caution de soi-même. Hein, voilà. Et donc là, bon, c'est réaffirmé de toute façon puisque c'est écrit dans les textes. Par contre, l'entrepreneur peut toujours souscrire une caution mutuelle et il y a la SIAGI notamment qui était intervenue dans le cadre de l'EIRL à l'époque, parce qu'on a vu aussi des sujets analogues et qui pourra donner les garanties aux professionnels qui ont besoin de concours bancaires et pour lesquels, donc on a bien dit, on ne peut pas donner de caution à soi-même. Alors, si je me résume, le patrimoine professionnel comprend les biens, droits, obligations et sûretés utiles, ça c'est le mot fondamental, plus les dettes, notamment les dettes sociales, hein, de cotisation TNS, et le patrimoine personnel, nous dit le code de commerce, eh bien, comprend tout ce qui n'est pas dans le patrimoine professionnel. Monsieur Kéravel, si vous le permettez, je vais juste ajouter une précision. Vous disiez des dettes de cotisation sociale, des TNS, mais des TNS entrepreneurs individuels. Oui. Les gérants majoritaires, article 62, absolument. Ne sont pas concernés par cette disposition. Oui. Parce que c'est quelque chose, effectivement, on dit couramment TNS, mais ça ne vise que les entrepreneurs individuels. Je suis tout à fait d'accord. Oui, tout à fait. Alors, il y a des exceptions à ce principe qui est de dire que le gage des créanciers professionnels est limité au patrimoine professionnel. Alors, il y a des exceptions, il y en a 3 hein, qui sont sur ce slide. La première, c'est la possibilité qu'on a de renoncer à ce principe. J'y reviendrai tout à l'heure. La seconde, eh bien, c'est une exception qui va concerner l'URSSAF et la DGFiP. L'URSSAF peut poursuivre le recouvrement des prélèvements sociaux, c'est-à-dire la CSG, sur les revenus d'activité et de remplacement sur l'ensemble du patrimoine personnel et professionnel. Il en est de même de la DGFiP qui peut poursuivre sur l'ensemble des patrimoines personnels et professionnels le recouvrement de l'IS, des prélèvements sociaux et de la taxe foncière sur les immeubles utiles
à l'activité professionnelle. Alors, il y a une exception un petit peu à cela si on opte pour l'IS, on parlera d'option pour l'IS tout à l'heure, notamment pour le recouvrement de l'IS, ils ne peuvent pas venir chercher le recouvrement de l'IS sur le patrimoine personnel. Bon, donc, il y a une nuance quand on a fait cette option pour l'IS. Et puis, dans le dernier pavé, là, il est dit également, naturellement, tant pour l'URSSAF que pour la DGFiP, que s'il y a des manœuvres frauduleuses ou des manquements graves et répétés au respect des obligations fiscales ou bien au respect des obligations en matière sociale qui entravent le recouvrement des cotisations, eh bien naturellement, ils peuvent venir chercher l'ensemble du patrimoine pour éteindre les dettes que l'entrepreneur pourrait avoir envers les organismes. Alors là, juste à travers ce slide, une petite précision. Encore une entorse au principe de séparation des patrimoines. Il est précisé dans les textes, dans l'article L526-22 du Code de commerce, qu'en cas d'insuffisance du patrimoine personnel. On a vu que pour les créances personnelles, la garantie, c'est le patrimoine personnel. Bon, mais en cas d'insuffisance du patrimoine personnel, les créanciers personnels peuvent exercer leurs droits sur le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos. Alors, on revient là, vous voyez que c'est une entrave à cette... Alors, on revient là sur un principe qu'on avait déjà connu dans le cadre de l'EIRL, à savoir que on recommande fortement de comptabiliser, même si fiscalement, ça ne présente aucun intérêt, puisque fiscalement, quand on est à l'IR, la rémunération de l'exploitant est fiscalement non déductible, mais par rapport à cette notion de bénéfice comptable, quand on comptabilise la rémunération individuelle, même si elle n'est pas déductible fiscalement, ça minore du coup le bénéfice qui apparaît sur le bilan, et donc de ce fait, ça minore l'assiette qui pourrait être retenue au cas où on viendrait rechercher ce bénéfice du dernier exercice clos. C'est évident. Donc là, il faudra faire attention à cela. Pas de problème fiscal, mais c'est surtout un problème de responsabilité, une mise en cause. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, c'était le premier pavé qui figurait sur un des slides précédents, le cas de la renonciation à la protection du patrimoine. En fait, l'entrepreneur individuel pourra accorder, sur demande d'un créancier, des garanties sur son patrimoine perso. Donc ça, c'est le droit de renonciation, mais des conditions de forme sont à respecter à peine de nullité. Il va falloir respecter, d'abord, il faut qu'il y ait une demande écrite du créancier, il y a un délai de réflexion de 7 jours, ce délai de réflexion de 7 jours peut d'ailleurs être amené à 3 jours, cette possibilité finalement de renonciation vise à l'obtention de crédits bancaires dans la mesure où l'entrepreneur ne peut pas se porter caution, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il pourrait dire moi quand même je vais renoncer à ce principe de séparation, je vais vous donner en garantie un de mes biens personnels. Donc c'est un cas de renonciation, mais dans ce cas-là, il y a un formalisme qui doit être respecté parce qu'impérativement on doit avoir un document, un acte qui corresponde au modèle qui a été fixé par un arrêté. Donc, je vous invite à examiner ce modèle qui est dans le Code de commerce et que vous trouverez et qui fait l'objet d'un arrêté du 12 mai 2022, article 2, où on vous donne le détail de ce qu'il doit y avoir dans ce document. Voilà, donc c'est ce qui est indiqué sur ce slide. Donc on peut renoncer, mais il y a du formalisme derrière, il y a des délais et il y a un document qui doit être établi dont le contenu doit correspondre au texte. Et nous sommes d'accord, on renonce au profit
d'un créancier spécifique. On ne renonce pas de manière globale et générale au profit de tous les créanciers. Donc ça, à chaque fois, c'est au coup par coup. C'est pour ça que je disais, j'ai besoin de donner une garantie pour obtenir un crédit bancaire pour acquérir un bien, par exemple. Donc je vais éventuellement, pour ce problème-là, renoncer. Alors, quelques mots, 2 mots rapides concernant le IRL. En raison de l'arrivée de l'entrepreneur individuel, de ce nouveau statut, le IRL a vocation à disparaître. Donc, il n'est plus possible de créer une EIRL depuis le 16 février 2022. Par contre, les EIRL existantes continuent à vivre leur vie, quoi, hein. Et à partir du 15 août, on a eu une précision, en cas de décès de l'EIRL, il n'est plus possible de transférer le patrimoine affecté à un héritier poursuivant l'activité. Alors, tout le dispositif, tous les textes concernant l'EIRL sont toujours d'actualité, puisqu'il y en a quelques-unes qui existent, et donc ça continue à... Mais l'idée, comme on n'en crée plus, c'est qu'à terme, ça finisse par disparaître. Eh bien, merci, Monsieur Keravel, pour ces dispositions qui étaient effectivement de définir juridiquement le patrimoine patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Maintenant, c'est mon tour alors de vous parler de fiscalité, et vous allez voir finalement pour l'entrepreneur individuel qui est à l'impôt sur le revenu, je dirais rien ne change, hein. Faites comme vous avez toujours fait jusqu'ici, à savoir que si vous avez un entrepreneur individuel dans votre clientèle, il est soumis à l'impôt sur le revenu. On détermine son régime selon le régime micro au régime réel d'imposition. Alors effectivement, hein, vous allez me dire, mais les micros, ce ne sont peut-être pas toujours mes clients, mais peut-être que demain, vous aurez un entrepreneur individuel au micro qui viendra vous dire, je veux être à l'IS, et je vais vous dire qu'effectivement, ça ne va pas se faire comme ça tout de suite. Enfin, effectivement, pour les entreprises individuelles, aujourd'hui, c'est une grande nouveauté. Elles peuvent opter pour l'assimilation à une EURL, hein. Alors cette assimilation à l'EURL, elle est fiscale, d'accord ? Que nous soyons d'accord, elle n'est pas juridique. Monsieur Keravel vient de vous rappeler les règles juridiques. Donc, en optant pour cette assimilation, ça veut dire automatiquement que j'ai opté pour l'IS. Et comment est-ce que j'opte? C'est là le décret du 27 juin 2022 qui est venu préciser comment on opte en tant qu'entrepreneur individuel à l'IS. Et vous allez voir effectivement qu'aujourd'hui, cette option, hein, je vous dis ça dans 2 minutes, n'est pas si évidente. Donc, juste pour vous rappeler déjà le principe, c'est de dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur individuel qu'il est de plein droit à l'impôt sur le revenu, comme le disait M. Keravel tout à l'heure, il a toujours la possibilité de passer en société, hein, ça c'est toujours comme d'habitude. Quand on est à l'impôt sur le revenu, eh bien, si je veux opter à l'IS, il faut d'abord que je sois soumis de plein droit ou sur option à un régime réel. Donc, quelqu'un qui est au micro ne passe pas au réel tout de suite. Et effectivement, si je suis à l'IS, je ne suis pas juridiquement une EURL. Donc, cela veut dire que si j'ai une distribution de dividendes, je n'ai pas de PV d'AG à faire. C'est une distribution de dividendes qui va, on va en dire 2 mots tout à l'heure, qui sera matérialisée autrement, mais non pas par un PV d'AG. L'entreprise individuelle, même à l'IS, reste une entreprise individuelle juridiquement. Et s'il y a des dividendes, et c'est le seul moment où je fais du social, les dividendes perçus, comme dans n'importe quelle EURL, peuvent pour partie être soumis à des cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, attention, dans les EURL, vous avez la règle, tout ce qui excède 10% du capital, des primes d'émission, des avances en compte courant. Ici, la règle ne sera pas la même puisque l'assiette des cotisations sociales sera tout ce qui excède 10% du bénéfice net et imposable de l'exercice précédant la distribution. Donc attention, il y a des similitudes, mais pas totalement. Donc ça, c'est pour bien poser le tableau. Je suis à l'IR, soit je suis à l'IS. Et effectivement, comment j'opte? Eh bien, comme je vous le disais, le décret du 27 juin a prévu que l'option se fasse dans les 3 mois du début de l'exercice. Et donc, dans les 3 mois du début de l'exercice, il m'appartient en tant qu'entrepreneur individuel ou son conseil de notifier au SIE mon option pour l'IS. Alors, cette option, vous dit-on, en principe, cette assimilation pour le URL est irrévocable, mais par contre, je peux renoncer à l'assujettissement à l'IS. La grande question que vous nous posez tous, et qui est là aujourd'hui, c'est est-ce que mes exercices en clôture à l'année civile 2022
peuvent d'ores et déjà être soumis à l'IS parce que je vais opter. Malheureusement, non. Le décret est du 27 juin. Alors, c'est possible pour tous les exercices, selon les publications que nous avons eues de l'administration fiscale, pour tous les exercices qu'on ouvre à compter du 1er mars 2022. Donc, sauf à changer les dates de clôture des entrepreneurs individuels, quand cela est possible, eh bien, effectivement, pour 2022, ce n'est pas possible d'opter. En revanche, vous pouvez le faire pour les exercices de 2023. Et à ce moment-là, vous avez jusqu'au 31 mars 2023 pour faire cette option. Je dis là, cette option pour les entreprises individuelles existantes. Si c'est une création d'entreprise, il va de soi que vous pouvez opter. Et d'ailleurs, dans le cadre des formalités, et notamment via le fameux guichet unique, il semble possible déjà de cocher la case selon vos retours en la matière. La problématique aussi donc, que nous avons, c'est de dire aujourd'hui j'ai opté pour l'IS et puis je m'aperçois que l'IS n'est pas un bon choix. Eh bien, sachez qu'on vous permet de renoncer à l'assujettissement à l'IS dans les 5 exercices qui suivent votre option. Donc, ça voudrait dire que vous reviendrez à l'IR. Alors, ça entraîne des conséquences. Fiscalement, ces conséquences sont celles du changement de régime fiscal et peuvent s'avérer lourdes en fonction de la situation de l'entrepreneur individuel. Si vous ne renoncez pas, pour X ou Y raison, dans ces 5 exercices qui suivent l'option, eh bien, là, vous ne pourrez plus renoncer ensuite au-delà, puisque là, à ce moment-là, à défaut de renonciation, l'option IS devient irrévocable. Donc, c'est assez simple. Entreprise nouvelle peut opter. Pour les entreprises qui existent aujourd'hui, qui sont vos clients et qui voudraient opter, à moins de changer la date de clôture, ce ne sera possible que pour l'exercice de 2023. Et pour celles qui existent, nous avons aujourd'hui, nous sommes en attente des commentaires administratifs sur le sujet. Pourquoi? Eh bien, qui dit passage de l'IR à l'IS dit changement de régime fiscal. Qui dit changement de régime fiscal dit conséquences fiscales. Et c'est du fait de la cessation d'entreprise. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la position de l'administration sur ce sujet. Si nous faisons un rapprochement avec ce qui a été dit sur l'EIRL, et vous avez dans le slide qui vous est projeté les références sur ce BOFIP, eh bien, lorsqu'une EIRL optait pour l'assimilation à l'EURL, cela entraînait l'apport des biens du patrimoine de l'entreprise individuelle à une EURL, donc automatiquement donc un apport, et ensuite on constatait la cessation totale ou partielle d'activité de l'entreprise. Or, quand on constate une cessation totale ou partielle d'activité, vous devez constater des plus-values, et ces plus-values, elles sont éventuellement exonérées si les conditions d'application des textes qui s'appliquent, ou alors vous avez la possibilité de placer la plus-value constatée en report d'imposition. Donc aujourd'hui, on en est là par rapport à une assimilation avec ce qui était dit sur le IRL. Eh bien, on verra si l'administration va dans ce même sens en matière fiscale. Alors, ensuite, qu'est-ce qui résulte du fait d'opter à l'IS pour une entreprise individuelle? C'est le nerf de la guerre, la rémunération de l'entrepreneur. Et comme M. Keravel vous l'a dit tout à l'heure, quand on est à l'impôt sur le revenu, la rémunération de l'exploitant, elle n'est pas déductible. Vous le savez, ça fait des années que vous pratiquez ça. Eh bien, ça continue, ça ne change pas. En revanche, dans la mesure où l'entrepreneur individuel va opter pour l'IS, il est assimilé à une EURL à l'IS, et donc fiscalement, la rémunération de l'entrepreneur sera déductible du résultat de l'entreprise individuelle à l'IS. Cette même rémunération sera ensuite taxée si elle est perçue entre les mains de l'exploitant individuel dans la catégorie des articles 62, comme pour les gérants majoritaires. Et la particularité, et c'est pour ça que M. Keravel vous disait sur le plan juridique, il était important d'identifier la rémunération, c'est que le Code de commerce vous dit que la rémunération est présumée identifiée par les documents comptables. Donc, effectivement, en identifiant la rémunération, nous, fiscalistes, on va en tirer les conséquences, on dira si c'est de la rémunération, elle est imposée en tant que telle, et ce qui n'est pas de la rémunération sera traité, et qui est perçu comme du dividende, et donc soumis aux règles du PFU ou sur option au barème. Alors, je suis désolée, je vais un petit peu vite, mais c'est pour qu'on essaye de vous laisser la parole et poser quelques questions à la fin. Voilà, on en est aujourd'hui au niveau de la fiscalité. C'est assez simple. J'opte dans les 3 mois d'exercice et j'individualise une rémunération quand je suis à l'IS.
Alors, la loi nouvelle a donné la possibilité de céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société son patrimoine professionnel sans procéder à une liquidation. Il s'agit d'une mesure de simplification. Donc, c'est le transfert universel du patrimoine professionnel. Alors, certaines conditions sont à respecter. Le transfert doit porter sur l'intégralité du patrimoine professionnel. En cas d'apport à une société nouvellement créée, l'actif disponible doit permettre de faire face aux passifs exigibles. Et également, toujours dans ces conditions, ni l'auteur ni le bénéficiaire ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle, d'interdiction de diriger. Et puis, naturellement, en cas d'apport de biens, d'apport en nature à une société, il y a éventuellement l'intervention d'un commissaire aux apports. Bon, donc, s'il y a un apport intégral, eh bien, là, dans ce cas-là, on va avoir on est dispensé, il n'y a pas de liquidation. En réalité, il n'y a pas de liquidation à faire. Alors, pour qu'on soit dans cette situation-là, il y a quand même des formalités de publicité qui doivent être faites. Et donc, à compter du transfert universel du patrimoine professionnel, dans le délai d'1 mois, il y a une publicité qui doit être faite au BODAC. Et cette publicité qui est faite au BODAC ouvre la possibilité aux créanciers de faire opposition. Et là, ils ont à nouveau un délai de 30 jours à compter de la publicité au BODAC pour faire une opposition. Et donc après, c'est comme quand il y a des oppositions à un certain nombre d'opérations, il peut y avoir un remboursement qui soit exigé. Enfin, je ne vais pas redétailler. Voilà, donc c'est là. C'est cette nécessité de faire une publication qui doit être bien prise en compte. Et alors, pour revenir toujours aux aspects fiscaux, c'est toujours ça. Il faut bien avoir en tête que pour l'entrepreneur individuel, on a bien les aspects juridiques d'un côté et les aspects fiscaux. Vous avez plusieurs casquettes, c'est l'occasion de les mettre en pratique. Et en matière de transmission, que vous dire, si ce n'est que concernant les entrepreneurs individuels qui viendraient à transmettre leur activité, faire comme on a fait jusqu'à présent et appliquer les règles de droit commun. Elles n'ont pas changé du fait des nouvelles règles juridiques que M. Caravel a exposé. Et par contre, lorsque l'entrepreneur individuel est à l'IS, là, on se pose toutes les questions parce que nous n'avons pas de commentaire administratif. La loi aujourd'hui, la loi de finances de l'année dernière, elle a juste dit que l'entrepreneur individuel pouvait opter pour l'assimilation à l'EURL, ce qui valait assujettissement à l'IS, mais toutes les conséquences qui résultent de cette option ne sont pas aujourd'hui commentées. Donc, si on fait très rapidement, parce qu'on pourrait y passer des journées en matière de transmission et vous ne manquez pas d'en avoir et qui vous sont proposés dans les catalogues de formation, mais en une entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, si l'entrepreneur individuel demain décide de céder son activité à une personne morale ou à une personne physique, eh bien, on va constater fiscalement la cessation d'activité de l'entrepreneur individuel. Qu'est-ce que ça veut dire? On impose immédiatement les résultats depuis la dernière clôture et on constate les plus-values. Ces plus-values-là, avant de les taxer, je vais quand même aller regarder si je peux les exonérer. Et en matière d'exonération à l'impôt sur le revenu, on a quand même différents textes à notre portée. L'exonération des petites entreprises qui en fonction du chiffre d'affaires, la cession d'une branche complète d'activité, 238 quindices du Code général des impôts, et enfin 151 septies A en cas de transmission en cas d'un départ en retraite. Voir s'il y a de l'immobilier, les plus-values immobilières à long terme qui peuvent être exonérées en application du 151 septies B. Donc, comme ça, je vous aurais donné les 4 textes qui existent en matière d'impôt sur le revenu. Et en une minute. J'essaie de laisser la parole ensuite à ceux qui nous écoutent à distance. Toujours pareil, ça ne change pas. Si vous êtes une entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, vous êtes toujours en droit de passer en société et souvent, on apporte en société. Que se passe-t-il du fait de cet apport? Ça n'a pas changé. On a une imposition immédiate du résultat depuis la dernière clôture et la plus-value que je constate, soit je l'impose, voire exonérée, parce que les textes s'appliquent, ou alors, j'opte pour un report d'imposition dans l'application du 151 octies B que vous connaissez, avec un report d'imposition sur les éléments non amortissables et une réintégration sur les éléments amortissables. C'est très schématique, mais ça vous permet de repositionner les choses.
Là où ça se corse, eh bien, tout simplement, c'est qu'une EI qui va opter, donc une entreprise individuelle qui va opter à l'IS, eh bien, nous n'avons pas de règles. Donc, on est allé voir ce qui se disait pour l'EIRL, on va dire que c'est sa cousine. Eh bien, là, on va aller chercher des textes en matière de EIRL, en matière d'administration fiscale. Ils ont été publiés une première fois dans une instruction avant le BOFIP. Ensuite, il y a eu le BOFIP, mais ils n'ont pas repris les mêmes textes. Donc, depuis 2013, nous sommes avec les EIRL, avec une doctrine qui, tant qu'on ne touche à rien dans les EIRL, tout va bien, mais quand on commence un petit peu à creuser, ben on s'aperçoit qu'il y a des choses qui manquent. Donc, aujourd'hui, si on va chercher un rapprochement avec ce qui était dit, on me dit que si j'ai une EI à l'IS qui vend à une personne morale, donc votre entrepreneur individuel à l'IS vend à une personne morale, eh bien, on va considérer que c'était comme si une EURL à l'IS vendait son activité. Et donc, si une URL vend son activité, aujourd'hui, vous avez une URL à l'IS, elle vend son fonds, pour parler plus simplement, eh bien, la plus-value qu'elle constate, elle peut éventuellement être exonérée avec un seul texte, qui est dans le cas de l'exonération pour moins de 500 000 €, exonération d'une branche complète d'activité. Si ce texte-là ne s'applique pas, parce que les conditions ne sont pas respectées, la plus-value sera taxable à l'IS. Donc ça, c'est la première chose. C'est ce qui était dit par assimilation. Ne me faites pas dire c'est comme ça que ça va s'appliquer. On essaye de faire un rapprochement avec ce qui était dit en matière de l'IRL. Là où c'est intellectuellement compliqué, c'est qu'on n'a pas dans les textes aujourd'hui, en cas de cession à une personne physique de l'IRL à l'IS, on ne sait pas comment ça marche. Donc, on est allé voir dans l'ancienne instruction qui vous est donnée dans le slide qui vous est projeté et qui n'a pas été reprise au BOFIP sur le IRL, où on vous dit que lorsque une EIRL à l'IS vend à une autre personne physique, c'est assimilé à une cession de part. Et c'est assimilé à une cession de part. Or, si c'est assimilé à une cession de part, eh bien, je suis dans le régime des plus-values des particuliers, comme si je cédais des titres d'une société à l'IS. On verra si l'administration fiscale, dans les commentaires qui sortiront, ira jusqu'au bout. La seule chose que je peux d'ores et déjà dire, c'est que vu que dans le projet de loi de finances pour 2023, qui est actuellement en discussion, en matière de droit d'enregistrement, le législateur prévoit que les cessions de EI à l'IS sont au droit d'enregistrement assimilés à des cessions de parts de URL, donc avec les 3% et après avec les 23, avec l'abattement 23 000 € et autres. Donc, on va voir. Hein, donc, a priori, ils sont dans cette logique quand même. Il y a une logique, hein, mais peut-être que fiscalement, après, c'est vrai qu'assimiler une EI à une cession d'EI à une personne physique soit considérée comme des parts peut paraître un peu compliqué, mais en tout cas, voilà où est-ce qu'on en est. Et enfin, Monsieur Caravel, pour la fin, ou à moins que j'ai oublié que… Oui. Allez-y. Non, donc, en fait… Oui, c'est ça, pardon, excusez-moi. En fait, il y a une réunification des patrimoines en cas de cessation de l'activité professionnelle indépendante. Donc, quand on cesse toute activité professionnelle indépendante, réunification du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel. Et donc là, j'attire votre attention sur un fait, c'est qu'on peut se reposer la question de l'intérêt des déclarations d'insaisissabilité, puisqu'à la fin, on rassemble les patrimoines. Donc, les déclarations d'insaisissabilité sur les biens autres que la résidence principale, puisque la résidence principale, de toute façon, elle est protégée, ça peut avoir un intérêt. Alors, on nous dit à cette réunion des patrimoines, il y a une exception, c'est en cas de cessation d'activité, si préalablement il y avait une procédure collective qui était engagée, le principe de séparation demeure dans ce cas-là, ou en cas de décès de l'entrepreneur individuel qui serait en état de cessation de paiement, il y aurait toujours un maintien de la séparation des patrimoines si un créancier demande l'ouverture d'une procédure collective dans l'année du décès. C'est ce que se précise le texte. Donc, on réunifie les patrimoines, sauf procédure collective, on va dire. Voilà. Donc, ce qui peut être signalé à cet égard.
Alors, grande question, Laurent. Une fois qu'on a dit qu'on peut être à l'IR, à l'IS, qu'il y a un patrimoine professionnel garanti des créanciers professionnels, comment on choisit IR-IS? Alors, évidemment, c'est la question que vos clients vont vous poser, au-delà de la protection de leur patrimoine. Comment arbitrer? Est-ce que je dois ou pas opter à l'IS? Alors, l'impôt qu'on paye, vous savez, c'est la combinaison de deux choses. C'est évidemment le taux, mais c'est aussi l'assiette. Alors, on ne va pas rentrer dans ces discussions d'assiette dans le simulateur qui vous est présenté là, mais il faut avoir en tête qu'évidemment, si vous avez un client qui est BNC, son assiette imposable, c'est a priori recette dépense, sauf si vous avez opté pour une position créance dette. Et donc, le fait d'opter à l'IS vous fera automatiquement basculer sur une comptabilité d'engagement, créance dette. Et donc, vous pouvez vous retrouver, si c'est des professions comme un avocat, avec une taxation de l'encours client, ce qu'on n'a pas si on est en BNC 2035. Oui. À l'inverse, peut-être qu'un médecin, lui, n'a quasiment pas d'actifs à rajouter. Par contre, il a des dettes qu'on pourrait peut-être déduire. Donc là, on aurait une assiette qui serait l'année de l'option plus favorable pour certains et d'autres pour d'autres moins favorable. Donc il y a une première réflexion à avoir sur ce sujet. C'est déjà de savoir si on va augmenter l'assiette ou on va baisser l'assiette au moment où on va décider pour un BNC 2035 de basculer à l'IS. La deuxième question, évidemment, c'est comment je vais être taxé au niveau de mon revenu, si je suis à l'impôt sur le revenu et si je suis à l'IS, est-ce que j'ai un intérêt à le faire? Alors, dans ce petit outil qui a été fait sur Excel, que vous pouvez télécharger donc, sur le site du Conseil national. Oui, alors sinon, la communication est partie à tout le monde le 10 octobre dernier. Vous avez eu une communication dans laquelle vous retrouviez donc le simulateur, une fiche client qui vous pouvez adresser à vos clients avec, vous pouvez mettre votre logo pour les informer sur les nouvelles dispositions que vous a exposées Monsieur Keravel et une foire aux questions par rapport à tout ce que vous nous avez fait comme retour. Voilà. Et sinon, oui, si vous avez un compte expert, c'est accessible. Alors, comment ça marche? Alors, c'est pas accessible aux clients, c'est accessible qu'aux experts comptables. Oui, un compte expert. Voilà. Donc, vous indiquez ici le nom de votre cabinet et votre nom à vous-même. Ça, c'est la partie la plus facile, oui, normalement. Le nom de votre client. Vous avez ici la possibilité de choisir dans quelle catégorie le client se situe. Est-ce que c'est un artisan commerçant ou est-ce que c'est une profession libérale non réglementée? Et si c'est une profession libérale réglementée, vous avez ici le choix des différentes catégories, experts comptables, géomètres experts, infirmiers, etc. En fonction de ça, évidemment, les cotisations sociales et charges sociales qui seront calculées ne seront pas les mêmes. Alors, dès qu'on a fait ce choix, vous voyez, par exemple, si je choisis architecte, il m'indique ici que c'est la CIPAV, qui est la caisse de retraite. Si je choisis avocat, il va me dire que c'est la CNBF. Voilà, oui. Et donc, vous avez toutes ces catégories-là à choisir. Vous avez également des précisions pour certaines professions, les classes de cotisation pour les avocats, ce genre de choses. Comme on va faire un arbitrage qui tient compte de l'impôt sur le revenu, il est important de connaître les autres revenus du foyer fiscal. Vous savez qu'en France, l'imposition est calculée au niveau du foyer. Et donc, on indique quelle est la situation familiale, le nombre de parts dans le foyer. Alors là, je suis célibataire. Est-ce que j'ai une part, deux parts? Voilà. Le nombre d'enfants. Alors, le calcul n'est pas automatique. C'est normal puisqu'on peut très bien avoir un nombre de parts qui ne dépend pas. Ça dépend si on vit seul. Enfin, bref. Et vous indiquez le salaire de votre conjoint avant abattement de 10% et les éventuels autres revenus que le couple peut percevoir, notamment les revenus fonciers. Alors, on part une fois qu'on a fait ces premières sélections, d'un montant de bénéfice avant déduction des cotisations sociales et de la rémunération du dirigeant. Il faut avoir effectivement un élément de comparaison qui soit identique. On indique quelles sont les cotisations facultatives et ensuite, on ne peut remplir que les cases qui sont ici, c'est-à-dire quelle est la rémunération qui est versée au dirigeant et quel est le montant des dividendes bruts qu'on souhaite prendre. Alors, évidemment, pour que la comparaison puisse se faire, dans la case EI à l'IR, donc prélèvement de l'exploitant, on va sommer automatiquement ces deux sommes. Donc là, on est parti du principe qu'il prenait 29 500 € de rémunération par an et qu'il envisageait de se verser 8 000 € de dividendes, sachant qu'il réalise 60 000 € de revenus avant déduction des cotisations sociales. Alors, si je mets un montant ici qui est trop important, vous voyez, par exemple, je vais mettre 15 000 €, à ce moment-là, il me dit, attention, tu t'apprêtes à distribuer des dividendes
qui sont supérieurs au montant de ton bénéfice disponible. Est-ce que tu confirmes ou pas? Si je ne confirme pas, je vais revenir sur mes 8 000 €. Pardon. Voilà. Alors, non, c'est envisageable de distribuer plus que de bénéfices si on a des réserves. Hein. Donc l'hypothèse se conçoit. Alors, j'attire votre attention sur une petite particularité. Comme c'est un fichier Excel avec des références circulaires, parce qu'évidemment, on calcule à chaque fois le montant des cotisations sociales qui vient baisser le montant du résultat, qui vient baisser le montant de… Voilà. Et donc, on a un système qui oblige de temps en temps, et moi je vous invite à le faire assez régulièrement, en fait, chaque fois que vous changez un chiffre, à cliquer sur le petit calculer en bas à gauche de votre tableau Excel pour qu'il recalcule bien à chaque fois les bons montants, sinon il peut rester coincé sur un mauvais chiffre quand vous avez fait un changement ici. Alors il nous donne après quelques indications. La base des prélèvements sociaux. La base des prélèvements sociaux, Olga vous l'a dit, lorsque on est dans une SARL, EURL, c'est 10% du montant du capital social, des primes d'émission, des comptes courants, etc. Là, le législateur a prévu autre chose, parce qu'évidemment, il n'y a pas de capital social dans une entreprise individuelle, c'est 10% du bénéfice de l'année précédente. Là, dans le calcul qui est fait, on considère que le bénéfice est le bénéfice de l'année. En fait. Et donc, on se retrouve avec un montant de 974 € ici. Pourquoi 974 €? Parce que ça représente 10% du bénéfice de 9 740 €. Et alors, ce bénéfice de 9 740 €, c'est quoi? C'est les 60 000 € que j'ai indiqués ici, duquel sont déduits les 29 500 de rémunération et les 20 760 de cotisations sociales qui ont été calculées automatiquement par le tableau Excel en fonction de la catégorie sélectionnée ici, qui est artisan commerçant. Et je change de catégorie, les calculs vont être différents, mais mes charges sociales vont être différentes. On a ici la base des cotisations sociales. Donc, dans mes 8 000 € de dividendes, une partie seront soumis aux prélèvements sociaux, une partie seront soumis aux cotisations sociales. Et la partie qui est soumise aux cotisations sociales, c'est les 8 000 € moins les 974 € taxés aux prélèvements sociaux. La base de ma flat tax, 8 000 €, et la base au barème, c'est mes 8 000 € moins un abattement de 40%, 4 800 €. Donc, on a maintenant tous les éléments pour pouvoir faire les comparaisons. Donc, on a une première colonne qui est l'EI à l'IR. J'ai mes 60 000 € avant cotisation sociale et rémunération du dirigeant. J'enlève les cotisations sociales, calcul qui a été fait par le simulateur. Je réintègre ma CSG non déductible et je me retrouve avec un résultat fiscal, duquel on va pouvoir calculer le montant de l'impôt sur le revenu, qui dépend évidemment des informations qui ont été saisies ici. Donc là, on a affaire à un célibataire qui n'a donc pas d'autres revenus que ceux qui sont indiqués là. Et je me retrouve ici avec un impôt sur le revenu estimé, 5 932 au cas d'espèce. Et donc, quel est le montant du revenu du dirigeant? Eh bien, c'est les 37 500 qu'il a pris. Ça, voilà. Mais quel est le montant de son disponible après impôt au niveau de son foyer? Et donc, dans cette ligne, on retrouve non seulement son revenu disponible, mais également, si vous avez rajouté, faire attention, des revenus pour son épouse, ils seront intégrés dans cette ligne. Donc, le disponible pour lui et le disponible pour l'entreprise. Alors, en vérité, cette distinction, on en parlait avec Olga tout à l'heure, est un peu artificielle lorsqu'on est dans le cadre d'une entreprise individuelle. En fait, le disponible entreprise ou le disponible pour l'exploitant, c'est la même chose, puisque l'intégralité de son bénéfice a supporté les charges sociales et l'impôt sur le revenu. Donc, évidemment, il peut prélever autant qu'il veut. Donc, il n'y a pas de distinction. Ce n'est pas pareil, évidemment, si on a opté à l'IS. Parce que si j'opte à l'IS, ce qui n'a pas été pris en salaire ou en dividende reste dans l'exploitation. Et si je souhaite le prélever, il faudra que je paye un impôt de distribution. Donc, on a refait le même calcul pour le IAIS, sauf qu'on a déduit évidemment la rémunération de 29 500 € que j'avais prévu un peu plus haut. J'ai donc un résultat fiscal de 9 740 sur lequel je paye 15% d'IS. Il faudra faire la mise à jour de l'augmentation des 38 120 €. Oui. Hein, et donc, je me retrouve avec un montant du bénéfice net de 8 279 €. Donc, ça tombe bien puisque je souhaitais distribuer 8 000 € de dividendes dans mon petit exemple. Donc, j'ai d'un côté l'imposition barème et de l'autre côté l'imposition PFU. Si je suis au PFU, c'est assez simple. Hein. Je me retrouve avec ici ma flat tax de 1 024 €. C'est mes 12,8 de 8 000. Ou de l'autre côté, ici, j'ai plus de flat tax. Par contre, j'ai de l'impôt sur le revenu après abattement de 40%. Et donc, lorsqu'on refait nos additions, on retrouve ici le disponible du foyer après impôt,
33 184 € dans un cas, 34 000 de l'autre. En l'occurrence, dans cet exemple, l'option pour le PFU aurait été favorable pour le contribuable puisqu'il aurait économisé, il aurait eu un disponible supérieur de 400 € environ, 320 €. Voilà. Et il reste 279 € dans l'entreprise. Ces 279 €, ils ne sont pas comparables, donc on l'a dit, aux 900 qui sont ici, puisqu'évidemment, il aurait fallu pour ça, il aurait fallu pour les prélever. Voilà. Alors, il y a une petite note ici qui est importante, qui dit ça ne tient pas compte des revenus différés, droit à la retraite, bonus de liquidation, ni des revenus sur les revenus futurs. Concrètement, on a comparé ici les cotisations sociales assises sur un montant de rémunération qui est faible, donc il contient en fait pas mal de cotisations productives avec de l'impôt sur les sociétés qu'on a payé ici et de l'impôt sur le revenu, qui sont en fait des charges qui ne génèrent aucun revenu différé pour le contribuable. Donc on a là cette précision importante. On compare un peu des choux et les carottes et on ne regarde que le revenu immédiat et non pas la conséquence. Alors si on essaie de faire un exemple un peu différent avec un revenu plus important, on va voir que voilà, mettons qu'on est 250 000 ici, on va mettre 10 000, voilà, 10 000. Alors c'est assez ludique, hein, vous pouvez vous amuser avec ça. Voilà, on va distribuer 50 000. Alors, si tu me permets, Laurent, je rajouterais juste une chose. Alors, c'est vrai que pas à Paris, mais peut-être que parmi vos clientèles, vous avez peut-être des personnes qui sont dans des régimes zonés, zone franche et autres. Et là, vous avez tout intérêt à rester à l'impôt sur le revenu qui va couvrir une masse exonérée un petit peu plus importante, donc, et notamment comprenant la rémunération qui, elle, est dans le bénéfice et qui est non déductible. Voilà. Mais c'est aussi un critère qui peut être pris en compte. Alors voilà, donc là j'ai un commerçant qui a 250 000 € de bénéfices avant cotisation sociale. Il prend 120 000 € de rémunération par an et il décide de verser 40 000 € de dividendes à la sortie. Sa femme travaille, elle gagne 40 000 € avant abattement de 10% et ils ont 25 000 € de revenus fonciers. Bien automatiquement, tous les calculs ont été faits, mais on va quand même recliquer sur calculer pour être sûr que c'est à jour. Et donc, il nous recalcule ici les charges sociales. Il nous recalcule ici l'impôt sur les sociétés. Alors, vous voyez, on voit tout de suite qu'on a un gain en charges sociales immédiat, 5 000 € dans mon exemple. Alors qu'on a un montant de prélèvement qui est quasiment identique puisque j'ai tout distribué derrière. Mais c'est normal que je paye moins de charges sociales puisque j'ai une partie de ma distribution qui est soumise non pas à cotisation sociale. Pardon, j'essaie de remonter comme ça. Voilà, j'ai une partie qui est soumise aux prélèvements sociaux. Okay, puisque j'ai un bénéfice de 61 000 €. Donc, on retrouve ici le calcul de l'impôt sur les sociétés. On n'a pas évidemment dans cette. Oh là là, voilà, on va y arriver. Et quand on regarde ici quel est le montant de l'impôt sur le revenu, on voit qu'il y a une énorme, un écart significatif entre l'hypothèse EURL, enfin EI, pardon, et l'hypothèse à l'IS, y compris, surtout, notamment lorsque je suis imposable au PFU. Parce que ici, j'étais à 68 000 € d'impôt sur le revenu, je passe à 39 000 €. Donc, j'ai presque 30 000 € d'écart. Et au final, est-ce qu'il y a un intérêt pour mon client d'avoir fait cette option? Bien, s'il est en entreprise individuelle, il a un disponible dans son foyer après impôt sur le revenu, après charge sociale de 156 000 plus les 16. Je vous invite à ajouter ces deux chiffres à chaque fois en même temps pour l'entreprise individuelle, puisque évidemment ces 16 000 € ont déjà été taxés, donc il peut les prendre à tout moment. Hein, voilà. À comparer aux 175 ici ou 179 s'il est à la flat tax, sachant qu'il resterait encore 10 000 € qu'il est possible de prélever. Alors, si vous voulez faire la civile, il faudra rajouter les cotisations sociales, il faut rajouter évidemment les 12,8 de flat tax, dans l'hypothèse où on est à côté avec flat tax, pour avoir quelque chose de comparable. Donc on peut, avec le simulateur, augmenter peut-être de 5 ou 6 000 € les dividendes pour voir ce que ça donne. On va mettre 45 000 €. Voilà. Donc là, est-ce que je suis… voilà, là, il ne me reste plus que 4 000 €. Voilà. Et donc, on peut faire ces comparaisons. Donc, voilà comment fonctionne l'outil. Donc, c'est très appréciable, surtout qu'il est adapté au niveau du calcul des cotisations sociales selon la profession de votre client. Voilà.
sais pas si vous avez des questions. Oui, non. Tes charges sociales, tu calcules sur les dividendes, tu les provisionnes, tu les considères comme étant en charge l'année d'avant l'exercice. Oui, en fait, dans ce simulateur, il y a deux simplifications qui ont été faites. La première, c'est qu'on considère que, évidemment, les charges sociales viennent en déduction sur les dividendes l'année ou même, parce que sinon, ça devient impossible de comparer sur plusieurs années. Et la deuxième, c'est que vous avez, si vous n'optez pas pour le PFU, la possibilité de déduire une partie de la CSG-CRDS calculée sur le montant des cotisations sociales, normalement l'année du paiement, donc l'année suivante. Là, c'est directement intégré dans le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année même. Donc, on a tout résumé sur une seule année pour qu'on ait un comparable. Ça, c'est une approximation, mais voilà. Mais je ne suis pas certain que ça change grand-chose au final si on décide de l'étaler. Voilà. Deux petites questions. Avec le régime, là, s'il a droit à pas de 10%. Sur la rémunération quand il est à l'IS? Oui. Comme un genre majoritaire qui, lui, a 10% sur le revenu. Je voulais savoir si dans la simulation, vous teniez compte de l'abattement de 10%. Ah oui, tout est pris en compte. Oui, mais il y a droit. Oui, ah oui, complètement. Et deuxième chose, le taux d'IS, il a droit à 15%. Ah oui. Ah bah oui. Oui. Ah oui. Ah oui, non, il est soumis aux règles de l'IS. On applique le droit commun, tout simplement. On ne va pas faire des exceptions aux règles de droit commun de l'IS. En tout cas, elles ne sont pas prévues par le Code général des impôts. Mais comme l'IS, c'est une condition de capital. Non, mais oui, je comprends bien, mais là… Oui, capital libéré, 75% par les personnes physiques, à 75%, on est à 100%. Ouais. Et puis surtout, c'était déjà la même chose pour le IRL à l'IS, et il n'y avait pas non plus de notion de capital. Ça s'applique. Dans la simulation ou dans la présentation que vous avez faite avant, le moment du passage pour un avocat, pour un assureur, je ne sais pas, il reste quand même le sujet de la plus-value latente sur le fonds de commerce, parce que le PNC a éventuellement acheté ou créé cette clientèle d'avocats ou d'assureurs, va devoir taxer de façon très lourde si les commentaires sont encore parus. C'est très risqué de… C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui, enfin, je sais pas ce qu'en pense M. Carrel, mais j'aurais tendance à dire qu'il est urgent d'attendre ce que va nous sortir l'administration. C'est qu'aujourd'hui, dans le Code général des impôts, en matière de BNC, en matière de restructuration d'activité libérale, on a des dispositions spécifiques qui placent en report d'imposition les plus-values. Elles devraient. Normalement, ça devrait être en report. Ça devrait être en report. Parce que la logique, quand même, c'est qu'on est dans une opération d'apport. L'assimilation à une URL, c'est considéré comme un apport. Donc, fiscalement, il faut aller jusqu'au bout. D'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, dans le projet de loi de finances, au niveau des cessions de parts, ils considèrent à la sortie que ce sont des cessions de parts, alors qu'on est en EI. Néanmoins, il y a quand même du formalisme qu'on ne connaît pas. Si on… Bien sûr, oui. Bien sûr, c'est vrai. Et on sait quand est-ce que des commentaires seront publiés? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais, on nous a dit que c'était en cours de rédaction. Voilà, c'est les seuls. Mais quand est-ce que ça va sortir? Nous ne le savons pas. Et effectivement, j'espère juste qu'on ne fera pas comme pour le IRL, où les derniers commentaires datent de 2013 et qu'on est en 2022, bientôt en 2023. Voilà. Mais je pense que cette fois-ci, on aura. Vu le succès des EIRL, je crois qu'ils n'ont pas été très enclins à faire évoluer les textes. Vous avez dit qu'on peut distribuer plus que le résultat comptable pour une option à l'IS. Ah oui. On est d'accord, on peut distribuer que le résultat comptable de l'année. Il n'y a pas d'antériorité de réserve, il n'y a rien. Alors, en fait, on est dans un système qui est un peu compliqué. Quand vous êtes en entreprise individuelle, vous avez un compte 108 qui peut être créditeur ou débiteur, et ça veut dire que vous pouvez prélever plus que ce que vous avez dégagé comme bénéfice dans la société si vous avez un compte 108 débiteur. Mais d'accord? Je ne parle pas d'IS là. D'accord, ça arrive. Hein, vous avez fait un PGE, vous n'en aviez pas besoin, vous l'avez consommé, vous avez un compte 108 débiteur. D'accord, je ne sais pas si vous avez des clients qui sont dans ce cas-là, mais moi j'en ai. Voilà. Donc, maintenant, imaginons qu'on soit à l'IS. La même situation peut advenir. Vous pouvez très bien
avoir prélevé au cours de l'année plus que le montant de votre résultat, vous ne voulez pas afficher les pertes, donc vous le mettez dans un compte 108 débiteur ou un compte, compte courant, je ne sais pas dans quoi vous le mettez, enfin vous ne le mettez pas en charge. Donc vous avez une partie de la REM qui passe en charge et une partie qui passe au débit d'un compte qui est un compte de retrait. En vérité, si vous êtes à l'IS, ce que vous avez fait là, c'est une distribution de dividendes. Bien sûr. D'accord. Il n'y a pas à la matérialiser par une PBD. Oui. Ouais. En fait, la difficulté qu'on va avoir avec nos clients, c'est qu'on va découvrir peut-être au moment où on va arrêter les comptes au mois de mars ou avril, qu'en plus de la rémunération qu'on a passée en charge, ils ont fait des prélèvements qui font qu'ils ont pris des dividendes et qu'on ne peut pas traiter autrement que sous forme de dividendes. En fait, vous allez avoir un problème. Imaginons qu'on n'ait pas ces soucis d'imposition latente au moment de l'option. Au moment où vous basculez à l'IS, si vous avez un compte 108 qui est existant, évidemment, il faut le traiter comme étant un compte courant qu'il est possible de prélever sans aucune fiscalité. On a déjà payé l'impôt. Puisque ça a déjà été payé, charges sociales et impôts. Donc cet argent-là, il ne faudra pas le mélanger avec l'éventuel 108 qui résulterait de bénéfices ultérieurs qui, eux, auront payé de l'impôt sur les sociétés, mais pas d'impôt de distribution. Voilà. Il va falloir faire des comptes dédiés. Alors, je ne suis pas comptable, hein, mais il va falloir suivre. Okay, il ne faut pas traiter pareil. De l'antériorité, même un compte 108 qui était éditeur, on ne sait pas si c'est des apports. Mais peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'imposition sur ce montant. Vous avez fait un apport, vous retirez la somme, il n'y a pas d'imposition. Il n'y a pas d'imposition. Non, parce que même si c'est des bénéfices non prélevés, ils ont été taxés à l'impôt sur le revenu et aux charges sociales. Donc ils sont à vous, vous les prenez quand vous voulez. D'accord, donc votre 108, là, vous clôturez les comptes au 30 décembre 2022, il y a un compte 108 de 100 000 € au nom de votre client. Ces 100 000 €, il les prend quand il veut sans payer 1 € d'impôt de charge sociale. Parce qu'en matière d'impôt sur le revenu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a rien qui a changé. Que vous ayez pris le résultat ou pas, vous êtes imposé. On est d'accord qu'à partir du moment de l'année d'option, tout ce qui est antérieur. Oui, mais il va falloir le différencier. C'est antérieur, ça suit non. son ancien compte. C'est soit un compte courant créditeur qu'on peut prélever. Oui. Si c'est un compte courant débiteur, là vous avez un problème. 108 débiteurs, si vous avez opté à l'IS, c'est une distribution de dividendes. À quelle date on doit faire? D'accord. Donc, enfin, pour moi, je ne sais pas comment traiter l'option à l'IS d'un 108 débiteur. Oui, mais ça veut dire qu'il a, pour l'administration fiscale, quand vous avez un compte courant débiteur, il considère que c'est une distribution de dividendes, article 111A, CGI, il vous taxe le truc, et puis voilà. Il n'y a pas de texte actuellement qui dit. Ah bah, il y a le. Il n'y a pas de texte actuellement qui dit pour l'entreprise individuelle. Non. Je parle d'entreprise individuelle volontairement. Pardon. C'est le seul avantage de l'entreprise individuelle, c'est qu'il y a un 108 débiteur, il n'a jamais payé ni d'impôts, ni de charges sociales sur ces sommes-là. Ah oui. De temps en temps, un avantage pour eux. Sans opter à l'IS. D'accord. Sans être à l'IS. Si c'est à l'IS. Là, par contre, c'est. C'est un compte de l'exploitant, ce n'est pas un compte courant d'associé. Il faut l'individualiser. Et puis faire ce que vous voulez tranquillement au fil des années. Voilà. Et ce qui est bien, c'est de suivre. Alors après, à vous de vous organiser pour suivre les sommes, parce que les sommes qui, quand vous étiez à l'impôt sur le revenu, ont déjà été taxées. Ok, elles y sont, vous les prenez quand vous voulez. Mais si entre-temps, vous avez changé de régime fiscal et que vous êtes à l'IS, si vous n'expliquez pas à l'administration que ces sommes ont déjà été taxées, eh bien, elle va, comme Laurent l'a dit, elle va considérer que c'est une distribution. Il faut une traçabilité. Voilà, il faudra suivre les sommes en question. Alors après, vous êtes les hommes et les femmes du chiffre. Hein. À vous d'adapter au niveau des comptes pour suivre cette traçabilité dont on parle. Et tout se passera très très bien. Hein. Ce que j'ai bien à comprendre, c'est les prélèvements qu'on a dans chaque année. On pourrait les imputer un 108 qui est créditaire antérieurement. On a le droit d'aller prendre dedans sans payer de distribution. Bien sûr, comme un concours. Bien sûr, pour le. Mais aujourd'hui, quand vous avez un changement de régime fiscal d'une société qui passe de l'IR à l'IS, vous avez déjà en fait cette règle-là, en l'occurrence. Donc il n'y a pas de différence, si ce n'est comptable, parce que la comptabilité qui s'applique aux sociétés, au regard de votre PCG, n'est pas le même que pour les entrepreneurs individuels pour lesquels, dans le PCG, on n'a pas, par exemple, de compte de réserve, de compte… voilà, on a un 108, on a un 644 rémunération de l'exploitant, compte de l'exploitant. Voilà, je m'arrête là sur mes connaissances. Alors, il y a une question de… Oui. Petite question. Si je comprends bien, donc cette nouvelle, oui,
protège pas vraiment tout à fait le patrimoine professionnel, surtout pour la résidence principale, quand elle est partagée. Exact. Là, il y a un souci. Et là, il y a un vrai souci, et c'est souvent le cas quand même pour les artisans, Alors, je vais ajouter un tempérament à cette règle-là. C'est la façon dont le texte est rédigé qui donne l'impression qu'on a apporté une grande nouveauté. Mais si on regarde les textes qui sont aujourd'hui dans le Code de commerce sur l'insaisissabilité de la résidence principale, c'était déjà le cas. Le texte, il est juste tourné autrement. Donc, si vous aviez donc elle était de plein droit insaisissable, votre résidence principale, mais si dans cette résidence principale, vous l'utilisiez à titre professionnel, elle faisait déjà partie du patrimoine saisissable. Nous sommes d'accord, monsieur? Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai une question réelle là. Je n'ai pas de résidence principale. Oui, peu importe. Mais j'ai un immeuble, j'ai à titre personnel ou sous forme d'une SCI, et que je loue à ma société, en entreprise individuelle, que je loue à mon entreprise individuelle. Dans la nouvelle loi, vous avez remarqué, qu'il est dit, on l'a évoqué, oui, nous l'avons évoqué, et je trouve ça scandaleux. Parce que tout ce qui a été fait au niveau du lobbying, donc enfin, on est une entreprise individuelle, je ne parle pas de la renonciation. Oui, bien sûr. Tous les banquiers ont préparé déjà les actes pour renoncer. Tout à fait. La Fédération bancaire française nous a vu. Tous les banquiers, on a eu le même tout de suite, il y aura un crédit pour une entreprise individuelle, il y aura automatiquement le renoncement. Donc déjà, on se fait avoir. Point essentiel, vous avez un immeuble que l'entreprise a acheté, pas l'entreprise, que l'entrepreneur a acheté à titre personnel ou sous forme d'une SCI, peu importe, et qui loue à son activité professionnelle. Hein. On est d'accord. Donc il a des loyers. Bien c'est considéré dans la loi. Ça, mais attends, ça veut dire que tout est mis à bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, j'ai une entreprise individuelle qui a un problème sérieux. Et là, d'ailleurs, la prochaine conférence générale du commerce, c'est l'entreprise individuelle et les conséquences sur, la renonciation va être faite à la demande des banquiers, et 2, sur les immeubles que l'on a achetés, imaginez, à titre personnel ou sous forme d'une SCI, et qui vont se retrouver en bien professionnel, et donc dans le dépôt de bilan. Là, il y a la conférence qui va se faire générale. La conférence générale des fonds de commerce va se faire que sur cette entreprise individuelle, dans le cadre des conséquences, dans le cadre des procédures collectives et autres. Si la question c'est est-ce qu'on a une meilleure protection de son patrimoine en étant en SARL ou en SAS ou en étant en entreprise individuelle depuis la nouvelle loi, la réponse c'est ça dépend. Et c'est toujours la même réponse, ça dépend. Si vous avez effectivement la propriété à travers une SCI d'un immeuble que vous louez à votre activité professionnelle, eh bien vous êtes mieux protégé en SARL qu'en étant en entreprise individuelle. C'est clair. Si par contre vous n'êtes pas dans cette situation, vous n'avez pas non plus un bien mixte, et que vous exercez votre activité dans un cabinet d'avocat ou un cabinet de dentiste ou un cabinet médical qui n'est pas votre résidence principale, ce qui est quand même assez souvent le cas en vérité, eh bien, vous avez une meilleure protection en étant en entreprise individuelle qu'en étant en CELARL ou autre chose. Parce que les cotisations sociales de l'entrepreneur individuel sont couvertes. Alors, attention, il faut avoir en tête que la CSG-CRDS, qui représente quand même un gros morceau des cotisations sociales, ne sont pas des cotisations sociales. C'est de l'impôt. Donc c'est pour ça que c'est pas couvert par le passif. D'accord? Mais vous avez quand même toutes les cotisations de retraite, toutes les cotisations d'allocation familiale, toutes les cotisations de sécurité sociale, tout ça, ça passe au passif. Moi, des clients qui se sont retrouvés avec des dettes fiscales, enfin des dettes sociales en entreprise individuelle, j'en ai eu un paquet qui se sont retrouvés à devoir les payer sur leur bien personnel. D'accord? Là, vous avez plus de problèmes. Moi, je propose maintenant, de se vendre à eux-mêmes. Oui. Moi, j'ai plein de BLC où ils disent c'est le moment de se vendre à nous-mêmes, on paye la plus-value, vous savez. Oui, absolument. Et au moins, ils protègent leur immeuble qu'ils ont acheté. Ah oui, bien sûr. Donc voilà, cet immeuble, c'est une aberration de la loi. Oui. Je ne sais pas qui a glissé ça la dernière seconde, ce n'était pas du tout prévu. Hein. Le texte a beaucoup évolué. En fonction. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé en dernier. Donc, en fonction de chaque situation, il y a une analyse à faire pour savoir si la protection du patrimoine elle est meilleure en CELARL ou meilleure en entreprise individuelle. Ça dépend des cas. Pour la BNC, c'est clair qu'il faut vendre à soi-même. Hein. Mieux payer parce qu'ils ont l'immeuble. Si vous êtes propriétaire de l'immeuble. Mais tous. Oui, ils ne sont pas tous propriétaires. Tous les clients, malheureusement, ne sont pas propriétaires. J'aimerais bien. Hein. Alors, on a, je crois, des questions, parce qu'il faut qu'on avance. Une question pratique qui revient très souvent.
on dira, est-ce que tu peux donner précisément le chemin qui amène au simulateur? Alors, alors, là, vous faites appel à ma mémoire du site. Donc, quand vous arrivez sur… alors, je dirais que si je faisais vite, il faudrait que vous soyez tous… vous allez tous sur Infodoc Expert, déjà. Pour commencer, non. Non, mais sur le site du Conseil supérieur. Alors, les deux, en fait. Donc, vous trouvez les mêmes choses sur le site d'Infodoc Expert et du Conseil national. Alors, Laurent, si tu peux, toi, me mettre sur la page du Conseil national, et on va le faire ensemble, en espérant que… Donc là, site privé. Et Madame Breca, Olga… On se connecte avec son compte expert. Alors, allons-y. Voilà. Là, on va dans… c'est ça? Oui. Alors, et là, on descend. Oui. Il y a à un moment les outils qui sont… alors, va dans dossier thématique. Là. Hop, cliquez là. Sur le côté, vous avez sur la côté gauche dossier thématique. Ça clique et ça marche. Ah oui, ça tourne. Voilà. Et vous devez avoir le nouveau statut juridique de l'entrepreneur individuel. Et là… Voilà. Le simulateur. Le simulateur. Bravo. Alors, vous avez vu, naviguer Facile sur le site, c'est facile. Voilà. Okay. Et après, là, on télécharge le fichier Excel. Bravo. OK. J'ai une autre question pratico-pratique également. Avez-vous des retours d'expérience sur l'inscription d'une nouvelle EI avec le guichet unique? Alors, il y a des questions complémentaires. Faites 100% des maths. Sous quel délai le numéro de SIRET est attribué? Et est-il obligatoire de passer par le guichet unique? Alors, alors, si on parle bien de l'option IS, donc déjà, deux choses. Effectivement, le guichet unique, c'est pour vous une obligation pour tous et à compter du 1er janvier 2023. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, concernant l'option IS, le texte de l'administration fiscale, le décret prévoit l'option dans les 3 mois d'exercice, c'est-à-dire d'en former le SIE, comme on faisait avant pour les options. Le fait de le faire au moment de la création avec le formulaire, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on a découvert parce que vous-même, en faisant les créations d'entreprise, vous avez vu qu'il était possible de le faire. Le texte ne le prévoit pas en tant que tel, mais il n'y a pas de raison que si il le prévoyait pour l'EIRL, il ne le prévoit pas pour toute structure. Donc, effectivement, moi, les retours que j'en ai de vos confrères et consoeurs, c'est qu'effectivement, c'est possible. Cette option est possible. Après, sous quel délai tout ça est pris en charge? Au moment de la création, je ne vous parle pas des entreprises individuelles qui existent et qui veulent aujourd'hui opter. Celles-là, il faut informer leur SIE. En revanche, celles qui se créent, l'option est possible au moment de la création. Et après, quand est-ce qu'ils vont faire un retour? Je dirais, je ne sais pas. Pardon. Voilà. Et donc, pour finir… Autre question, que devient le patrimoine de l'EIRL qui disparaît si un transfert n'est plus possible? Alors, le 1, 2, 3. Le IRL, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez parmi votre clientèle une EIRL, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS. Si vous souhaitez juridiquement renoncer au patrimoine d'affectation, le Code de commerce vous le permet. C'est-à-dire que vous redevenez entrepreneur individuel. Les formalités, ne me le demandez pas. Je pense qu'il faut s'adresser très certainement auprès des services de l'EIRL auxquels vous avez fait appel. Par contre, la grande difficulté que j'ai aujourd'hui et pour lesquelles je n'ai pas de réponse à vous apporter et peut-être un jour, c'est que si vous êtes une EIRL à l'IS et que vous renoncez à votre patrimoine d'affectation, la question qu'on se pose, est-ce qu'on ne redevient pas entrepreneur individuel de plein droit à l'IR, donc changement de régime fiscal, avec les conséquences que ça peut entraîner, sauf si l'administration admettait qu'il s'agissait d'une continuité, si j'opte à l'IS. Et qu'on reste à l'IS. Et qu'on reste à l'IS, et donc là, il ne se passerait rien. Et là, il se passe rien. Donc aujourd'hui, je dirais que… Ouais.
La seule chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il y a un conseil juridique, c'est faire le bien, vraiment indiquer aux clients entrepreneurs individuels qu'ils ont aujourd'hui de plein droit un patrimoine professionnel, un patrimoine privé, et que l'objectif de la loi, hein, alors c'est facile, c'est la loi de la Saint-Valentin, 14 février, même si elle est entrée en vigueur que le 15 mai, effectivement, de bien déterminer ces patrimoines pour qu'ils sachent quels sont les gages des créanciers professionnels. Bon. En tout état de cause, s'il y a une option à faire, c'est le 31 mars 2023 pour l'année 2023. Oui. Peut-être que d'ici là, on aura des précisions supplémentaires. Oui. Si c'est le cas, on refera, si la présidente est d'accord, un nouveau petit déjeuner au 50 pour expliquer les conséquences de l'option et de la désoption et de l'apport en société. Voilà, c'est un peu ça qui nous manque, c'est la sortie en vérité. Donc, merci René de ta présence, merci Olga de ton intervention. On est un petit peu en retard, on avait démarré un peu en retard, donc on vous libère maintenant et on vous dit à très bientôt. Merci.